Merci tout d'abord aux organisateurs de cette journée. Donc je vais, voilà, j'ai cette tâche d'introduire un petit peu cette journée et vous présenter quelques définitions autour de cette notion de biodiversité. Donc comme ça a déjà été dit, effectivement, je suis enseignant-chercheur en écologie. Et donc, je parle de biodiversité à nos futurs ingénieurs en agronomie. Je suis pas le seul, évidemment, dans notre école. Mais en tout cas, il a semblé important de redéfinir un peu ce qu'on entendait par biodiversité, en quoi elle est importante pour les milieux agricoles. Et puis, de faire le lien avec les diverses présentations, différentes présentations qui vous seront faites tout au long de la journée. Donc, cette biodiversité, évidemment, c'est le terme. Quand on parle de biodiversité au niveau mondial, au niveau international, on a tout de suite en tête, des espèces un peu emblématiques sur lesquelles on a des enjeux de conservation assez forts. C'est évidemment pas ceux qu'on croise tous les jours dans nos parcelles agricoles. Et donc celle qui nous intéresse, elle est évidemment plus ordinaire, plus habituelle. On va l'observer effectivement dans nos parcelles agricoles. Cette biodiversité est définie par trois dimensions assez fondamentales et on va le voir assez importantes évidemment pour les milieux agricoles. Elle est définie tout d'abord au niveau intraspécifique, à l'intérieur même des espèces, avec une dimension pour les milieux agricoles liée à cette diversité génétique. L'homme a effectivement sélectionné des variétés, des cépages, des races, en ce qui concerne l'élevage. C'est intéressant parce que du coup, ça montre, pardon de te couper, le rôle actif aussi de l'homme dans la production de cette biodiversité, en quelque sorte. C'est une dimension fondamentale et à partir d'une espèce sauvage, l'homme a sélectionné une diversité, des variétés adaptées à des conditions locales pour maximiser les conditions de développement, de production et puis d'adaptation aussi à certains bioréacteurs. On y reviendra juste après. La diversité aussi, elle est à une échelle beaucoup plus globale, diversité des habitats, des conditions locales, mais environnementales vont héberger effectivement différentes espèces. C'est ce qu'on peut observer là sur cette figure d'un paysage plutôt agri-forestier ou une mosaïque agricole sur la droite. C'est autant d'habitats, de conditions environnementales qui vont favoriser des cortèges d'espèces, des cortèges non souhaités, on va en reparler, mais aussi des cortèges effectivement de cette biodiversité d'auxiliaire, biodiversité ordinaire qui va peupler ces paysages agricoles. Et puis enfin, et c'est celle qu'on connaît le mieux quand on associe effectivement ce terme biodiversité, c'est cette diversité spécifique, le nombre d'espèces, qui est évidemment une dimension fondamentale de cette biodiversité. On va chercher à préserver cette diversité d'espèces dans les écosystèmes, mais en particulier aussi dans les agrosystèmes. Donc trois composantes fondamentales, diversité intraspécifique, génétique, diversité spécifique et diversité des habitats. Cette biodiversité, évidemment, je ne vais pas vous apprendre grand-chose aujourd'hui, elle est évidemment menacée. On a maintenant une bonne mise en évidence, une collecte de données suffisamment ancienne pour observer au niveau global, au niveau planétaire, un effondrement de cette biodiversité. Alors, si je remets les espèces que j'ai présentées sur la première diapo, c'est évidemment les enjeux de conservation associés à ces espèces emblématiques et principalement les mammifères qui sont assez centraux pour ces problématiques de conservation. Mais plus localement et associé au milieu agricole, on observe aussi ce déclin de la biodiversité, cette diminution globale en abondance et en diversité. Des espèces emblématiques associées à nos milieux agricoles européens, français, sont effectivement directement menacées. On observe une diminution de leur niveau de population. Et donc, c'est ce qu'on appelle effectivement, c'est plus ou moins documenté en fonction des taxons, mais cet effondrement et cette sixième extinction qui est associée à cette diminution en diversité et en abondance. Donc en tout cas un effondrement de la biodiversité observé au niveau global et aussi au niveau de nos paysages agricoles européens. Les principaux facteurs, il y en a plusieurs qui sont documentés, qui ont été mis en évidence effectivement par les scientifiques. Dans les paysages agricoles européens, c'est effectivement deux facteurs, pas leviers, mais deux facteurs majeurs de cette perte et cette érosion de la biodiversité. Le premier, il est effectivement lié à la simplification des paysages, qui est aussi assez ancienne aujourd'hui. La disparition des habitats semi-naturels, l'augmentation des tailles de parcelles, la mécanisation sont autant de facteurs qui ne sont pas tous négatifs puisqu'ils ont aussi augmenté et permis une augmentation de la productivité des paysages agricoles, mais ils sont aussi responsables de cette perte de biodiversité à travers la diminution effectivement des habitats potentiels qui vont héberger tout un cortège d'espèces. Et évidemment, la problématique des intrants, dans lesquels on pourrait en discuter des heures, mais en tout cas, les effets potentiels
est reconnu ou méconnu de l'utilisation des intrants, qu'ils soient fertilisants ou pesticides, sur cette biodiversité. Ce qu'on retient du coup, c'est peut-être qu'il y a un double effet et que les deux effets se cumulent éventuellement. On a beaucoup entendu parler d'insecticides tueurs d'abeilles, etc. On se rend compte avec cette petite introduction, voilà, les sujets probablement sont un peu plus systémiques que seulement, on va dire, unitaires. C'est pas un seul produit phytosanitaire qui pourrait expliquer la perte de biodiversité dans sa globalité. Oui, c'est effectivement, les effets sont multiples et les effets de la simplification du paysage ne sont pas décorrélés effectivement de l'utilisation d'intrants, puisque la monoculture, la simplification des rotations sont aussi des facteurs qui vont favoriser certains bioagresseurs et défavoriser aussi un certain nombre de taxons de biodiversité qui nous intéressent. Cette biodiversité, voilà, j'ai dit ces différentes dimensions intraspécifiques, génétiques, spécifiques et des habitats. Quand on regarde cette diversité spécifique, elle ne rend pas évidemment que des services et des fonctions intéressantes pour les rendements agricoles ou forestiers, par exemple. On a effectivement tout un cortège qui fait partie de cette biodiversité de bioagresseurs, d'espèces qui se sont adaptées à cette simplification des paysages, à cette ressource en abondance qui est leur culture haute. Et donc, ils vont effectivement être assez diversifiés et servir aussi de ressources, on va le voir, pour tout un tas d'espèces associées à ces bioagresseurs. Donc, c'est en tout cas un compartiment, certes négatif pour la production agricole, mais un élément essentiel, un maillon essentiel de la biodiversité dans les paysages agricoles. Il y a d'autres espèces dont on cherche à favoriser un peu plus effectivement la fonction et le service associé. Donc, c'est les services de régulation, des termes de services écosystémiques, qui va englober effectivement un certain nombre de services de régulation, dont celui de la pollinisation. Là, ici, l'étude de Klein en 2007 qui effectivement recensait les espèces cultivées qui dépendaient directement des pollinisateurs pour leur rendement. Et donc là, vous voyez sur la gauche du graphique une quarantaine d'espèces qui dépendent directement de la présence d'une diversité de pollinisateurs pour assurer effectivement un rendement optimal, on va dire. Et même 13 espèces parmi certaines qui ont été évoquées juste avant, comme le café, dont la pollinisation est essentiellement liée à la présence de pollinisateurs. Donc sans pollinisateurs, évidemment, une déperdition, une diminution du rendement très importante. Un autre service de régulation évidemment fondamental et qui est associé au cycle des bioagresseurs, des ravageurs qui peuvent être retrouvés sur les cultures, c'est effectivement ce service de régulation, de contrôle biologique. Des effets de complémentarité, on voit par exemple ici, pour un exemple sur lequel on travaille dans l'UMR SAV auquel je suis rattaché, c'est effectivement les tordeuses de la grappe associées aux grappes de raisin. Et on met en évidence effectivement la complémentarité d'un certain nombre de prédateurs, des prédateurs généralistes, araignées, coléoptères, des parasitoïdes spécialistes, des micro-guêpes de quelques millimètres qui sont aussi associés à cette tordeuse de la grappe, ou des auxiliaires vertébrés de beaucoup plus grande taille et mieux connus aussi peut-être, en tout cas plus visibles, qui vont aussi s'attaquer par exemple aux chenilles ou aux papillons de cette espèce. Et donc on voit effectivement les effets complémentaires. Cette biodiversité, elle va démultiplier des effets, être associée à différents stades de vie du ravageur et avoir des maximes. On va essayer en tout cas de maximiser ou d'évaluer ce service de régulation, de contrôle biologique avec ces différents taxons de biodiversité associés à différents stades de vie du ravageur. Les adventices sont aussi assez fondamentalement associées aux parcelles agricoles, évidemment. Alors, elles sont en compétition avec les cultures, elles peuvent générer aussi d'importantes problématiques en termes de récolte pour certaines cultures annuelles. Mais il faut effectivement, et c'était un peu mes objectifs de cette diapo, de recentrer leur rôle fondamental aussi comme support, comme ressource trophique ou comme ressource complémentaire pour un certain nombre d'organismes associés aux parcelles agricoles. Avec le petit graphique que j'ai repris d'une publication dans Ecologia, mais qui montre effectivement, par exemple, pour le cycle de pucerons aphides, qui va s'attaquer à différentes espèces cultivées, le fait d'avoir une plus grande diversité végétale et potentiellement une espèce cultivée et puis d'autres espèces d'adventices qui vont être retrouvées dans des parcelles, va fournir des ressources complémentaires à des espèces d'auxiliaires, comme par exemple ici les micro-guêpes parasitoïdes, qui vont les femelles vont pondre plus d'œufs, elles vont vivre un peu plus longtemps
en présence effectivement de ressources complémentaires, de nectar, de pollen fournis par des espèces associées. Et donc on voit ces effets complexes, parfois difficiles à mettre en évidence, de ressources complémentaires que les adventices ou que les plantes environnantes dans les paysages agricoles vont aussi fournir à ces espèces qui peuvent en retour rendre aussi un service de régulation en diminuant la population de buage à serre. Ouais, tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre entre des adventices qui permettent effectivement d'héberger certains auxiliaires et en même temps des adventices qui, on l'a dit, pouvaient entrer en concurrence avec les plantes cultivées sur des ressources en eau ou en minéraux. Bien sûr, c'est effectivement facile à faire pour n'importe quel système de culture, mais en tout cas, il y a pas mal de recherches maintenant qui convergent sur l'importance de ces ressources alternatives et aussi pour tout un tas d'herbivores, pas de ravageurs, mais d'espèces qui vont être associées à ces adventices et qui vont aussi être des proies potentielles supplémentaires pour tout le cortège auxiliaire. On pourra en reparler tout au long de la journée, savoir si justement le numérique permet d'identifier le meilleur équilibre. En tout cas, si on a des outils de modélisation à disposition qui permettent d'identifier ces meilleurs équilibres, mais on va peut-être justement en parler dans quelques slides. Et juste aussi pour le mentionner, le caractère bio-indicateur de cette communauté. Effectivement, les plantes, elles sont adaptées à leur milieu, leur colonisation, leur croissance va être le reflet effectivement de conditions environnementales, de sol, de microclimat dans les parcelles agricoles ou dans les habitats environnants. Et donc, c'est effectivement fondamental aussi de l'observer, de prendre le temps en tout cas de l'observer. On aura aussi des interventions dans ce sens aujourd'hui, mais pour mieux caractériser éventuellement l'impact de certaines pratiques ou des conditions environnementales spécifiques, donc ce caractère bio-indicateur de la communauté végétale. Et donc, j'en arrive effectivement, alors, son tentative de ma part d'introduire un peu les différents sujets par rapport à ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, comment identifier, quantifier en diversité en abondance ces bioagresseurs? On a déjà évoqué ces auxiliaires, comment essayer effectivement de maximiser cet équilibre entre les espèces qu'on ne désire pas spécialement dans les parcelles et celles dont on veut maximiser les effets et les services de régulation. Comment effectivement aider le monde agricole en général et utiliser le numérique évidemment pour favoriser cette évaluation de cette biodiversité. Donc voilà, à travers les différentes présentations, identifié plusieurs aspects. Un premier, c'est effectivement l'identification de la biodiversité que j'ai appelé cryptique. Je pense pas moi qui ai inventé, mais en tout cas des micro-organismes ou des espèces dont le cycle de vie ne nous permet pas une observation directe ou les techniques effectivement plus modernes d'évaluation de leur diversité ont permis la mise en évidence d'avoir plus de connaissances sur l'écologie des espèces. Donc c'est l'exemple par exemple des chiroptères dont Johan vous reparlera cet après-midi, je crois. Ce matin, ouais. Et effectivement, l'utilisation, difficulté d'observation directe, mais utilisation de leurs cris et de leurs ultrasons pour caractériser leur communauté. Et puis côté microbien, ADN environnemental, les techniques qui se développent très très rapidement, mais où on va effectivement pouvoir à travers le prélèvement dans un milieu de sol, d'eau, etc., pouvoir retracer la présence de certaines espèces à travers des traces d'ADN multiples qu'elles ont pu laisser au cours de leur vie, les comparer à des bases de données de référence, et on voit effectivement là tout l'intérêt de compiler des données supplémentaires et de pouvoir aussi comparer des données de référence à des bases de données existantes. Donc l'utilisation effectivement de ces bases de données toujours plus importantes, toujours plus complexes aussi, pour pouvoir retracer et caractériser la présence de certaines espèces dans les milieux agricoles ou d'autres milieux. J'en profite justement pour dire qu'on a fait des arbitrages, en tout cas Mathilde a fait des arbitrages pour cette journée et que du coup on va se concentrer sur la biodiversité terrestre et au-dessus du sol et tout ce qui concernera la biodiversité dans les eaux ou dans le sol qui reste évidemment des compartiments fondamentaux quand on s'intéresse à la question de la biodiversité pour des raisons on va dire de construction ne seront pas abordées dans le détail aujourd'hui. Oui, et puis effectivement, il y a aussi beaucoup de méthodes qui sont encore en cours de développement et qui sont pas utilisables forcément directement par les agriculteurs. Un deuxième aspect intéressant, effectivement, l'utilisation du numérique et des intelligences artificielles pour l'identification de la biodiversité que j'ai nommé entre guillemets réservée aux experts. Effectivement, on l'observe plus facilement. Les communautés de plantes, d'arthropodes divers et variés, les communautés d'oiseaux, effectivement. Mais souvent, ça nécessite effectivement un degré d'expertise, de reconnaissance qui n'est pas forcément celui de l'agriculteur ou du conseiller agricole. Et donc, le développement effectivement d'un certain nombre d'outils, d'applications diverses et variées pour
permettre de plus facilement caractériser est-ce que je suis quel adventice, quel auxiliaire, quel ravageur potentiel pour les cultures, pour pouvoir mieux effectivement caractériser cette diversité-là à nouveau spécifique et pouvoir aider effectivement déjà une prise de conscience, sensibilisation à la présence de certaines espèces dans les parcelles agricoles et puis potentiellement aussi orienter les pratiques agricoles pour favoriser telle ou telle espèce. Je remets le schéma que j'ai présenté tout à l'heure. À travers la simplification des paysages agricoles, effectivement, on se pose la question de la réintroduction, de favoriser la mise en place d'infrastructures agroécologiques, en quelque sorte le retour en arrière auquel on assiste aujourd'hui dans certains paysages agricoles où, après avoir simplifié, arraché les haies, etc., on a le mécanisme inverse de réintroduction de ces infrastructures agroécologiques avec l'objectif effectivement de favoriser un certain nombre de taxons de biodiversité. Et donc l'importance effectivement des données numériques, de spatialisation de ces infrastructures agroécologiques, faire le diagnostic de l'existant dans les paysages agricoles, savoir traiter les données qui vont être acquises à travers ces différents outils, et puis potentiellement aussi proposer des voies d'aménagement, une fois qu'on a fait ce diagnostic, pouvoir potentiellement à travers ce diagnostic, pouvoir proposer des solutions, des aménagements aux agricoles ou aux différents acteurs du monde agricole autour de ces questions. Et puis aussi, effectivement, la question des sciences participatives, on aura aussi une intervention aujourd'hui, la remontée de données de terrain, parfois ponctuelles, parfois plus ou moins précises, qui peut être faite par des agriculteurs ou des gens environnant le monde agricole, qui peuvent permettre effectivement déjà une sensibilisation, comme j'ai déjà évoqué précédemment, mais aussi le caractère utilisation de ces données pour mieux évaluer, pour certains groupes, effectivement, les effets des facteurs anthropiques, qu'ils soient d'origine agricole ou pas que, mais effectivement les effets de certains facteurs sur la diminution de certaines populations. L'exemple, par exemple, du programme SPIPOL sur les pollinisateurs et des suivis photographiques et comment on peut utiliser ces données-là pour caractériser cette diversité des pollinisateurs. J'en termine effectivement avec cette présentation là autour, une fois qu'on a mieux quantifié, on a sensibilisé, on connaît mieux la présence, la diversité de certains taxons et certains taxons d'auxiliaires associés par exemple aux services de régulation ou de pollinisation. Ça permet effectivement aussi de mieux évaluer les effets directs ou non intentionnels d'un certain nombre de pratiques agricoles. Et puis, alors je mets beaucoup de guillemets, mais à nouveau des guillemets autour du pilotage potentiel, et je pense qu'on terminera aussi la journée autour de ces questions-là. Comment on fait pour utiliser ces données et ensuite arriver à potentiellement maximiser ou optimiser ces services de régulation tout en conservant, en tout cas essayant de conserver ces taxons impliqués et cette biodiversité. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'en profite pour faire 10 secondes de pub. Hashtag autopromo, ça arrive. J'ai pas eu le temps. Voilà. C'est plus censuré. En tout cas, voilà, c'est les travaux qu'on mène autour des paysages viticoles sur le site atelier Bacchus avec mes collègues de l'INRAE. Et donc, je vous invite, voilà, si ces questions vous intéressent, à aller jeter un petit coup d'œil au site atelier, au tout nouveau site qui a été fraîchement remis à niveau. Et donc, voilà, on essaye de diffuser les informations à destination du milieu du monde agricole et aussi toutes les publications scientifiques associées à ce site atelier.